Bon, donc on va entrer dans une période guerrière. On va continuer la période guerrière avec donc une intervention Ukraine-Russie. De quoi s'agit-il? D'où provient le conflit? L'impérialisme des États-Unis version Trump, hégémonie de l'OTAN et rôle de l'UE avec deux intervenants. Donc Joël, qui n'est pas là pour le moment, mais il a mangé là, il va arriver. Et Fadi pour le PRCF qui est sorti parce qu'il avait un coup de fil à passer. Voilà. Mais comme ça, je vous donne la suite. Dans la foulée, on a Jacques Sapir, la star du jour. Situation de l'économie russe après le 19e paquet de sanctions de l'Occident collectif jusqu'à 16h30. Et après, des militaires français qui disent non. Donc, Olivier Frou, que vous avez vu tout à l'heure, en fait partie. On parlera donc du GFCF, du GC. Il y a une dyslexie qui s'appelle Michel Dessène qui a fait ça. GCFL, Groupement Citoyen France Libre, avec des choses très très concrètes. Vous avez ici un papier qui est quelque part sur la table, là-bas où il y a des livres aussi et des tracts. Si vous voulez signer le soutien à ces militaires français rebelles. On peut dire ça, qu'ils sont rebelles. Hein, bon. Et puis, je résume, vous saurez tout. Ensuite, c'est super. J'ai pas la suite. Je sais qu'après, nous avons nous avons 17h45, 19h, donc avec l'auteur du livre, Myriam Laribi, Sigil Humanité, qui est un livre qu'elle a fait sur le traitement médiatique par les médias dominants sur la question palestinienne. Je ne sais même plus comment dire la guerre, le génocide, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Et qui sera là donc avec nous. Et ensuite, on fera une pause où on a amené des choses à grignoter pour pas que vous creviez la dalle, puisque ensuite, on continue pour aller jusqu'à 21h, 21h15, selon le temps de retard qu'on aura, avec Gilles, Amiel de Ménat, Jacques, Nikonov et Joël Périchaud, sur les BRICS+, et un petit moment de discussion là-dessus. Voilà. Donc, on aura bouclé à la fin de cette journée. Il n'y a pas Jacques à la fin. Je ne suis pas là, moi. Il n'y est plus. Non, mais il n'était pas. Si. D'accord. Au début, oui. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Je l'enlève. Au départ, ouais. Et on aura bouclé la question directement guerrière. Et on passera demain à la question nationale, d'abord. La guerre, c'est la paix. Et puis... et avec Gaël Brustier viendra présenter son dernier livre sur la route de la décivilisation, sous-titré La fin du national populaire. Voilà. Et non pas du national-socialisme. Populaire. Eh bien, maintenant que j'ai retrouvé les deux intervenants, je suis contente. Qui commence parmi vous? C'est Fadi. C'est Fadi. Ah bon, d'accord. Ah bon? On ne sait pas pourquoi que c'est Fadi. C'est Fadi, ouais, ouais. Tu t'es mis d'accord avec lui? Ouais, Ah bon. À l'instant. à l'instant, là. Je vais. Non, t'inquiète pas, ce sera pour lire un ou deux trucs. Voilà. Alors, je rappelle, vous avez chacun une intervention. Si ça pouvait ne pas dépasser 20 minutes, ce serait bien, chacun, évidemment. Et ensuite, il y a une discussion. Hein? Fadi? Oui, je ne dépasserai pas. Alors, d'où provient le conflit Russie-Ukraine? Bon,
Au préalable, je pense que je ne vais pas inventer grand-chose en disant que vous avez bien vu, bon, ça a été dit en plus ce matin, que ce conflit russo-ukrainien qui aurait débuté en février 2022 suscite une hystérie russophobe, etc., dont je vais vous donner un seul exemple très concret. Dans mon établissement scolaire, l'année prochaine, normalement, le poste de russe va disparaître. Nous avons une collègue qui enseigne le russe depuis des années. Et le nombre d'heures forcément diminue parce que de moins en moins d'élèves prennent le russe, surtout depuis 2022, de l'aveu même de mon chef d'établissement, avec qui nous avons eu un échange à ce sujet parmi d'autres. Et en fait, ce qu'il nous a indiqué clairement, il a indiqué que depuis 2022, franchement, le nombre d'élèves qui prennent le russe s'est écroulé dans le pays. Et qu'à terme, c'est pas que dans la région des Hauts-de-France, mais c'est dans l'ensemble du pays. Il se pourrait qu'il n'y ait quasiment plus d'élèves qui prennent le russe, la langue russe. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, très invisible, qu'on ne voit pas, mais qui est quand même assez symptomatique du narratif qui s'est développé au sujet de ce conflit, dont pourtant, à propos duquel, lorsque l'on explique les causes, en réalité, là aussi, écoutez, moi je suis d'abord professeur d'histoire-géographie, donc je fais mon métier, enfin, moi j'essaye, et ça se passe plutôt bien. En fait, il est très facile de montrer un petit peu les causes de ce conflit. La première chose, c'est que, vous voyez, je donnais cours avant-hier sur... avant-hier ou hier, mais non, avant-hier. Sur l'orthodoxie. Commençons par ça. Et j'expliquais aux élèves qu'en 988 a été fondé l'archevêché de Kiev, voilà, qui est en fait le point de départ avec Moscou de la construction historique de la Russie. Alors après, je ne dis pas qu'il faut absolument en faire un argument irrévocable, irréfutable, parce que sinon, on pourrait tomber dans le piège de l'essentialisme, exactement celui pratiqué par Israël pour expliquer que, comme ça fait il y a 3000 ans, il y avait un peuple élu, donc c'est normal que tout lui revienne, voyez. Donc on ne va pas non plus tomber dans ce travers-là. Mais quand même, c'est quand même important d'avoir en tête. C'est quand même important d'avoir ceci en tête parce que ça oblige à revenir à l'histoire et à ce que représente l'Ukraine, non pas, si vous voulez, comme partie historique de l'Empire russe, et c'est comme ça qu'elle est perçue d'ailleurs par Vladimir Poutine et pas seulement par lui. Je ne dis pas dès lors qu'il veut absolument l'annexer. Et puis d'ailleurs, si c'était le cas, pourquoi a-t-il attendu 2022 ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant dans ces cas-là ? Il suffit de répondre de manière très simple. Je dis tout ça parce que le problème, selon Vladimir Poutine, d'ailleurs, remonte aux bolcheviks. Il faut le signaler, il a quand même rendu les bolcheviks responsables de la situation actuelle le 20 février 2022, 4 jours avant l'intervention à Kiev. Donc vous voyez que je ne vais pas en parler avec une grande sympathie forcément de Vladimir Poutine de ce point de vue. Mais quand on regarde un petit peu l'histoire, l'Ukraine a toujours été l'un des bastions pour permettre à l'impérialisme états-unien, et pas que l'impérialisme états-unien, de mener un encerclement contre la Russie. Et pas que contre la Russie, mais surtout contre la Russie. Et là aussi, un petit scoop pour les élèves à chaque fois. Quand je leur pose la question, alors, c'est quoi la guerre froide et ça débute quand ? Alors la réponse est toujours la même, hein, c'est là où on voit que l'éducation nationale fait bien son travail, c'est... Alors la guerre froide, c'est un conflit indirect entre deux puissances qui débute en 1947. D'ailleurs, les élèves ne savent même pas pourquoi. Et je leur demande, mais qui a inventé cette expression ? Pourquoi froid ? Ah, parce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux. Je dis, ah bon ? Il n'y en a jamais eu ? Ah bah non. Mais ça débute quand, la guerre froide ? Et en fait, vous n'êtes pas sans savoir que c'est à partir, en réalité, de fin 1917 que débute la guerre chaude. Puisque les États-Unis ont envoyé un grand nombre de soldats, ainsi que les Japonais, les Allemands après le 11 novembre 1918, la France, le Royaume-Uni, la Pologne, la Finlande. La Finlande à laquelle d'ailleurs les bolcheviks avaient donné l'indépendance, soit dit en passant. Bon, mettons ça de côté. Eh bien, l'Ukraine, progressivement, va devenir aussi un moyen dans lequel, un endroit où investir pour mener la guerre. La guerre contre
la Russie bolchevique et l'URSS. Et par rapport à cela, vous savez, même le monde aujourd'hui commence à se rendre compte qu'il y a un petit problème quand même structurel, idéologique en Ukraine. Puisque, comme vous le savez, le nom le plus répandu, l'un des plus répandus sur les noms de places publiques, de rues, etc., est celui de Stepan Bandera. Bon, il se trouve que le brave Bandera, dès la fin des années 1920, entretient des relations, et pas qu'amicales, un peu financières, etc., avec les nazis, avant même qu'ils soient au pouvoir. Et que pendant la Seconde Guerre mondiale, le dénommé Bandera va, comment dirais-je, œuvrer à l'Est dans la croisade contre le judéo-bolchevisme. Il faut avoir tout ceci en tête parce qu'en réalité, le conflit actuel repose sur tout cet ensemble-là, en point de départ, sur cet encerclement historique et sur le fait que lorsque l'URSS a éclaté en 1991, jamais les Russes n'ont donné leur accord pour les frontières, et pour une raison très simple, c'est qu'on ne leur a même pas demandé leur avis de toute façon. Et à ce sujet, n'oubliez pas aussi qu'en 1954, Khrouchtchev, qui d'ailleurs avait été l'un des représentants de l'Union soviétique dans la République socialiste soviétique d'Ukraine, avait décidé de rattacher la Crimée, qui jusqu'à présent était dans la République socialiste fédérative de Russie, à la République socialiste d'Ukraine. Un peu comme si aujourd'hui on disait que, pour faire simple, comme si on décidait que Nantes était rattachée à la Bretagne et que la Bretagne devenait indépendante. Dans l'esprit de l'époque, et puis de surcroît soviétique, c'était ça le sens. Et vous voyez que ça a été transformé autrement. Alors naturellement, tout ça est important pour comprendre ce qui s'est passé depuis la chute de l'Union soviétique. Parce que, dès lors, avec l'écroulement de l'URSS, la Russie a été perçue dans un premier temps comme peut-être récupérable. C'est la fameuse décennie noire en Russie des années 1990. Et là aussi, l'avoir en tête, parce que cette décennie noire a permis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, il faut être très clair. Et au demeurant, quand on regarde les résultats économiques, mais il y a plus spécialisé que moi, à commencer par Jacques Sapir qui pourra en parler, qu'on le veuille ou non, la Russie va beaucoup mieux depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui que pendant les années 90. Ou d'ailleurs, elle allait bien moins bien qu'en 1991. Ça a été un écroulement. Bon. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que lorsque l'URSS a éclaté, il ne faut pas oublier qu'il y avait la CEI, la Communauté des États indépendants, avec cette volonté d'essayer d'entretenir ce qui avait composé historiquement pas seulement l'URSS, mais les territoires qui composaient l'Empire russe, multinational, multiethnique, multilinguistique, multireligieux, bon, bref, des liens historiques, quoi, si vous voulez. Je signale par parenthèse, puisque en France, il y a une référence qui adore être citée par les anticommunistes de choc, à savoir Alexandre Solzhenitsyn. On aime bien le citer juste pour l'archipel du Goulag. Mais je vous invite à lire sa lettre aux Ukrainiens et aux Bélarusses, qu'il rédige en 1990, à propos des liens historiques entre Russie, Biélorussie, Russie blanche et Ukraine. Et vous verrez. Vous verrez ce qu'il en dit. Et je ne dis pas, au demeurant, encore une fois, je ne suis pas là à dire qu'il faut absolument essentialiser, etc. Je dis juste, regardons les arguments utilisés par ces différentes parties-là. Sauf que faire cela, c'était empêcher le grand rêve de l'unité européenne, la Grande Europe, version des années 90, qui... Parce que, bon, bah, c'est comme ça, hein, l'URSS s'écroule au même moment, bon, bah... Il y a l'Union européenne qui, elle, s'étend, avec l'aide de l'OTAN. Tout ça, vous le savez. Et très rapidement, pour Vladimir Poutine, il y a eu la volonté de réaffirmer les liens historiques et puis géopolitiques, tout simplement, dans son grand projet eurasiatique. Il faut le signaler, ça aussi, c'est très important. C'est que Vladimir Poutine, en fait, n'a pas fait de l'Europe son unique priorité, voire même peut-être pas sa première priorité. Pour preuve, d'ailleurs, c'est que son tout premier voyage, lorsqu'il a été président de la Russie, son tout premier voyage diplomatique, c'est très intéressant, c'était en Asie centrale. C'était au Kazakhstan. Ce qui démontre quand même qu'il y avait déjà une volonté vraiment de faire de la Russie ce pont historique entre l'Europe et l'Asie. Mais entre l'Europe, ça voulait dire aussi, bah écoutez, qu'on le veuille ou non, en Ukraine, en Biélorussie, j'en parle même pas, dans un pays balte comme la Lettonie, où vous avez un quart de population russophone, au Kazakhstan, entretenir des relations historiques avec. Ce qui ne voulait pas dire
annexer ou que sais-je encore. Seulement, bah, écoutez, si en face, ça provoque, si j'ose dire, bah, forcément, ça se raidit. Du côté russe, la première fois, ça a été en 2004. Et d'ailleurs, c'était pas par hasard, c'est parce qu'il y avait déjà un projet d'association, d'accord d'association entre la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, notamment la Moldavie, qui devait capoter pour les États-Unis. C'était inacceptable. N'oubliez pas que la Russie venait de s'opposer à la guerre en Irak par son veto. Que les États-Unis n'en ont rien eu à foutre, mais ça, on est habitué. La France aussi à l'époque. Bon. Eh bien, si je dis ça, c'est parce que, en réalité, tout a été fait par les dirigeants de l'Union européenne et des États-Unis pour empêcher cet accord d'association. Et dans un premier temps, Vladimir Poutine a mis un peu ça de côté pour se tourner encore un petit peu plus vers l'Asie. N'oubliez pas que la Russie a intégré l'Organisation de coopération de Shanghai en 2001. Donc vous voyez, c'est très cohérent, hein, le projet. Et en même temps, à partir de 2010, à la suite d'un changement de président en Ukraine, puisque bon, bah, ce qui est vrai, c'est qu'en Ukraine, vous aviez plutôt un parti pro-occidental, pour faire simple, un parti plutôt, je dis pro pour faire simple, c'est plus compliqué, mais en gros qui ne veut pas couper les ponts, au moins avec la Russie, vous voyez. Bon. Et là, ce qui s'est passé, c'est que fin 2013 a été proposé un nouvel accord d'association entre la Russie et l'Ukraine pour empêcher un rattachement définitif. Vous voyez. Et parallèlement, bah, il se trouve que l'Union européenne voulait absolument un accord d'association de libre-échange avec l'Ukraine. Je me signale d'ailleurs qu'il y a eu un référendum aux Pays-Bas, on a oublié de le signaler, en avril 2016, à propos d'un accord d'association, d'un accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne, et que les Néerlandais l'avaient rejeté par référendum. Ça, on l'oublie très souvent. Mais c'est intéressant à voir, hein, comme quoi cette volonté d'arracher l'Ukraine à la Russie, ce qui accessoirement permettrait de renforcer encore un petit peu plus l'encerclement de la Russie et de la Chine, soit dit en passant. Et par ailleurs, n'oubliez pas, puisqu'on parle d'encerclement, petite parenthèse, que lorsque Donald Trump explique qu'il veut annexer le Canada, annexer le Groenland, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une folie, c'est très cohérent. C'est la dernière partie à encercler, à utiliser, ou s'installer pour encercler la Russie et la Chine. C'est la dernière partie. Et je signale que c'est même pas Donald Trump lui-même. Déjà, sous Joe Biden, le plan existait. Le plan existait déjà sous Joe Biden, et même en réalité avant. Sous Obama. Mais oui, bien sûr. C'est un plan plus global. Alors forcément, l'Ukraine ayant une place un peu particulière pour la Russie, c'était inacceptable de voir un rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et fin 2013, le président ukrainien de l'époque a refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne, d'où ce qui s'est passé ensuite. Alors on sait très bien que ce qui a été qualifié de révolution orange ou que sais-je encore, bon. D'ailleurs, regardez qui étaient les joyeuses compagnies présentes sur place en Ukraine en février 2014. Les noms, ils y vont, entre Svoboda, Pravi Sector, Bataillon Azov, Bataillon Kraken, Bataillon Haïdar, enfin bon, passons, avec plein de jolis signes distinctifs. Bon. Forcément, à partir du moment, et Michel l'a évoqué tout à l'heure, où la langue russe, ça a été l'une des toutes premières mesures du nouveau pouvoir à Kiev, était interdite dans l'enseignement et l'administration. Alors, de fait, ça a été retiré, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Puisque ça concernait en particulier la Crimée, bah, la Russie, là, Vladimir Poutine a dit c'est inacceptable, on y va. D'où la guerre qui a duré 8 ans, au passage, hein, dont on n'a quasiment pas parlé, avant la fameuse intervention. Les origines sont donc très simples, très claires. Une volonté d'affaiblissement d'un pays perçu comme un danger depuis la révolution bolchevique. Et d'ailleurs, par parenthèse, ça explique pourquoi Vladimir Poutine, à son corps défendant, est obligé de défendre l'héritage soviétique, qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le camp d'en face, en revanche, la réhabilitation du nazisme et l'anticommunisme, ça y va. Au cas où vous ne le sauriez pas, sachez que le 15 décembre 2022, le Parlement européen a adopté une résolution qui en fait explique que l'Holodomor, ce que les nationalistes ukrainiens braillards appellent génocide par la faim, donc aurait été un génocide, hein, selon eux. Et alors, si vous regardez bien, par parenthèse, la résolution a été adoptée par tous les groupes parlementaires, les eurodéputés français.
du RN jusqu'à LFI. Même Manon Aubry a voté ça. Bon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, mais enfin, il faut l'avoir en tête, tout ça. On peut enlever même. Oui, elle, c'est pas... Voilà. Je dirais même LFI, parce que Manon Aubry... Bon, voilà. Et je dis ça parce que, en fait, si vous regardez ce qui est écrit dans la résolution, elle est extraordinaire. Au-delà du fait qu'elle réécrit l'histoire de manière mensongère, la plupart des historiens l'ont très bien démontré, il est quand même indiqué que la Russie est en train de réaliser un génocide à l'heure actuelle en Ukraine. C'est écrit noir sur blanc dans la résolution du 15 décembre 2022. Donc, vous vivez en direct, vous l'ignoriez, un génocide en Ukraine par la fin de nouveau. Voilà. On comprend bien que la russophobie renvoie déjà à des considérations idéologiques, la preuve. C'est assez spectaculaire. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que ces dernières années, il y a eu de nombreuses publications d'historiens, y compris états-uniens, pour montrer que la guerre froide a débuté en 1917 et a été saignante, puisque la guerre dont je parlais tout à l'heure a quand même fait, excusez du peu, 10 millions de morts en tout, dont la moitié de famine, puisqu'il y avait la désorganisation liée à la guerre. Bon. Eh bien, en fait, la preuve est donnée au passage qu'au niveau de l'Union européenne, sans parler même de nos dirigeants, des États-Unis, de l'OTAN, combattre la Russie via l'Ukraine, c'est mener une véritable nouvelle croisade. Une nouvelle croisade contre le peuple russe, naturellement, mais aussi idéologique. Puisque la résolution dont je vous parle, elle intervenait 3 ans après une autre résolution du 19 septembre 2019, qui consistait à expliquer que communisme égale nazisme. Résolution du Parlement européen du 19 septembre 2019. Et ce n'est pas déjà sans conséquence, puisque je vous signale, parenthèse, que l'été dernier, le Parti communiste a été interdit en République tchèque. Bon, je vous dis ça parce que nous, je ne sais pas combien de temps on aura encore le droit d'une existence légale en France. On verra bien. Mais c'est une réalité dont il faut avoir conscience. Ceci, l'encerclement géopolitique pour empêcher le retour potentiel d'une puissance russe, qui quand même a un certain nombre de limites. La puissance russe aujourd'hui a quand même des limites industrielles, ce genre de choses, même si il y a eu un vrai redressement avec Vladimir Poutine. Et donc, finalement, l'Ukraine est devenue un véritable bastion de la liberté. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté, ou de la démocratie, ou tout ce que vous voulez. Mais, vous savez, pour bien expliquer la situation géopolitique à des élèves, parce que c'est pas évident, hein, ce soir, ça parlera des BRICS plus, enfin, ils comprennent tout ça. Mais parfois, mieux vaut partir, ce dont tu parlais tout à l'heure, Jacques, d'un vote. Eh bien, moi, j'aimerais simplement souligner le vote qui concerne chaque début novembre de chaque année, la question du blocus contre Cuba. Il suffit de regarder à l'Assemblée générale de l'ONU les votes. En novembre 2023, sur 190 pays, 187 pays ont appelé à lever le blocus. 3 ont refusé le fait de le lever. Alors évidemment les États-Unis, Israël et l'Ukraine, qui s'étaient abstenus. Cette année, il y a eu plus de pays qui ont voté contre et qui se sont abstenus pour diverses raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir... 162 pour quand même. Oui, 162 pour, mais c'est intéressant de voir que l'Ukraine, une fois de plus, a voté contre la levée du blocus, comme Israël, comme les États-Unis, comme la Moldavie. Vous voyez ? Plus un grand nombre de pays d'Europe centrale et orientale ont décidé de s'abstenir pour X raisons. Bon. L'Argentine a aussi voté contre. En même temps, vu ce qu'il y a à la tête du pays, vous ne serez pas surpris. Bon. Puisque l'Argentine a déjà quitté les BRICS rapidement sous l'influence de Javier Milei. Bon, sous la direction de Javier Milei. Donc, bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est important d'avoir tous ces éléments en tête parce que l'Ukraine est finalement l'une des portes d'entrée de l'offensive générale de la part de l'hégémonisme des États-Unis, mais historiquement pas que. C'est le cas de l'Allemagne nazie. Pour détruire la Russie qui, même inconsciemment, encore aujourd'hui, est assimilée. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a très bien compris. Vous savez, il y avait un sondage en mars 2019, en avril 2019, qui indique, en Russie, de la part d'un institut de sondage indépendant, qui a indiqué que 3/4 des Russes avaient une opinion positive de Staline. Alors après, on en pense ce qu'on veut de ça. On en pense ce qu'on veut, y compris les arguments utilisés, mais ça dit quelque chose sur l'image qu'il reste de l'Union soviétique et du passé soviétique en Russie. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable en Occident, où il faut toujours parler que du goulag, d'ailleurs, et d'une certaine manière, disons. Eh bien, tous ces éléments expliquent pourquoi
l'Ukraine est vitale, centrale pour affaiblir la Russie au maximum, si possible en la détachant de la Chine. Alors ça marche plus ou moins, vous voyez que c'est compliqué. Voilà. Mais c'est aussi le projet des États-Unis, hein, casser les BRICS au maximum, en essayant de négocier avec les uns. C'est juste comme ça qu'il faut comprendre quand il y a des accords, semi-accords, cartes d'accord ou je sais pas quoi, entre Xi Jinping et Donald Trump. Et là-dessus, il est aussi important de battre une idée en brèche. Donald Trump n'est pas un homme de paix. Absolument pas. Et puis d'ailleurs, il le démontre très bien. Il le démontre parfaitement. Je dis ça parce que, c'est vrai, ces fulgurances, voire ces positionnements qui peuvent changer en 12 heures, peut arriver. Je lui ai donné des missiles Tomahawk, en fait je ne les donne plus. Bon, c'est vrai qu'on n'y retrouverait pas, voilà, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Mais quand même, il y a une ligne structurelle. On le voit au Moyen-Orient. Les États-Unis, déjà sous le premier mandat de Donald Trump, appuient sans réserve Israël. N'oubliez pas l'annexion du Golan. Le fait que Jérusalem est devenue capitale d'Israël. J'ai parlé du Canada, du Groenland. Ce n'est pas une surprise. C'est l'offensive contre la Russie. Vladimir Poutine en a parfaitement conscience. De la même manière, vous voyez ce qui se passe ces dernières semaines au Venezuela. Et même la Colombie est menacée, c'est dire. Donc si vous voulez, en réalité, Donald Trump étant un homme d'affaires quand même expérimenté et j'imagine forcément talentueux pour en arriver là où il est, eh bien, lui, son objectif, c'est de faire monter les enchères, toujours monter les enchères, voir jusqu'où ça ira. Vous avez quand même vu que désormais, il accusait la Russie de développer je ne sais quelle arme nucléaire ou de vouloir l'utiliser. C'est pas par hasard. Ça, c'est du proxy, c'est une habitude dans l'histoire des États-Unis. Et de ce point de vue, l'Ukraine, je répète, j'insiste, ne sera pas abandonnée par les États-Unis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans le sens où ils sont prêts, malgré tout, à pousser, alors pas directement parce qu'ils ont leur ennemi privilégié qui est la Chine, mais ils sont prêts à pousser dans une situation conflictuelle, et ce n'est pas pour rien que Donald Trump fait pression avec l'OTAN pour que les budgets des États membres de l'Union européenne et de l'OTAN montent à 5%. Et quand je vous dis monte à 5%, vous savez, je vais juste vous montrer un truc parce que ça concerne tous les niveaux. Ça concerne tous les niveaux, même le niveau régional. Même le niveau régional. Je suis enseignant dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire la région de M. Bertrand. Et il se trouve qu'il y a un mois, nous avons... Bah oui, j'ai de la chance. Et en plus, à Tourcoing, chez Darmanin. Comme ça, c'est double. Alors, ouais, on va pas... Écoutez. Hein. Il y en a qui cumulent. Hein. Et d'ailleurs, justement, je signale que notre établissement est perçu comme l'un des problèmes pour M. Bertrand depuis déjà 2 ans. Ah bah évidemment. Mais au départ, c'est pour une histoire très, très simple et très, comment dirais-je, accessoire de fin des sorties scolaires avec nuitée. Mais comme on a réussi à mobiliser la presse et comme on voulait, etc., on a fait un premier petit caillou. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais vous savez, il y a un mois, les établissements, vous allez comprendre le lien avec ce que je vous dis. Les établissements, 80% des lycées des Hauts-de-France ont été victimes d'une cyberattaque. Il y a un mois. Depuis, c'est un bordel pour enseigner et tout. Et notre chef d'établissement, il est furax contre Bertrand, alors que c'est un de ses amis pourtant. Et naturellement, la première réponse qui arrive très vite, c'est « Ah, mais vous savez, la région, il y a de moins en moins d'argent. » C'est vrai, sauf que voilà, si vous lisez la Gazette de France du 23 octobre dernier, vous y apprendrez que la région Hauts-de-France a signé le manifeste Promise, qui renforce les liens entre l'armée et les entreprises. Voilà. C'est un manifeste élaboré en 2022 entre l'état-major des armées et le MEDEF. D'accord. Et pourquoi ? Parce que la guerre en Ukraine pousse à cette grande tâche patriotique qui est celle du réarmement. Et je rappelle que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en mars dernier, a déclaré au lycée Nelson Mandela de Nantes, que le réarmement des esprits commence à l'école. Ben rassurez-vous, je réarme les esprits. Soyez rassurés. Eh bien, je dis ça pourquoi, et j'ai bientôt terminé, juste pour que vous ayez ça en tête, c'est que l'objectif pour les Hauts-de-France, c'est vraiment de pouvoir attirer à fond et de pousser les entreprises à produire des drones, des obus, etc., en partenariat avec l'État, en partenariat avec le MEDEF, en partenariat avec l'OTAN,
Et le plus intéressant, c'est que la meilleure source possible, c'est le communiqué des Hauts-de-France du 26 juin dernier. Je vous invite à le lire, communiqué de presse du 26 juin dernier. Hauts-de-France, une région qui s'engage pour la défense nationale. Donc vous apprenez comme ça que la Russie menace la France. Voilà, c'est pour ça qu'on va en Ukraine d'ailleurs. Et on apprend, tenez-vous bien, que l'État, la région Hauts-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France et entreprises et cités déploieront une task force dédiée capable de mobiliser 250 millions d'euros. 250 millions d'euros pour accompagner les projets industriels stratégiques jusqu'en 2028 à travers ces outils d'aide directe, ces fonds d'investissement, dont Hauts-de-France Financement. Comme ça, vous êtes rassurés, il y a bien de l'argent dans les Hauts-de-France. Son action en matière d'attractivité, Nord France Invest, en plus en anglais. Bon. La région mettra l'ensemble de son écosystème économique, académique et institutionnel au service d'une ambition nationale. On pourrait dire même euro-atlantique, c'est plus simple. Vous voyez donc que cette question ukrainienne, elle est très intéressante parce que dans le fond, pour conclure, et c'est pour ça que nous avons lancé il y a déjà plus de 3 ans notre mot d'ordre, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Parce que pour conclure, finalement, soutenir l'Ukraine, ça a aussi un dernier avantage énorme, c'est d'éradiquer totalement l'ensemble des conquêtes sociales, des libertés publiques et de la souveraineté nationale pour développer la fameuse armée européenne dont Emmanuel Macron est l'un des porte-parole les plus fanatiques. Voilà finalement tout ce dont l'Ukraine est le nom aujourd'hui. Je m'arrête là. Ah, je peux le relais directement. Alors, je suis d'accord avec ce que Fadi a dit. Je vais quand même me concentrer sur une période récente, parce qu'elle mérite quand même d'être un petit peu dénoyautée Ce sera un complément. pour comprendre. Voilà. Moi, je vais commencer le conflit chaud. Je suis d'accord que ça a débuté depuis l'origine, hein, depuis que les bolcheviks ont pris le pouvoir, mais je vais me concentrer sur 45, parce qu'il y a quand même un certain nombre de légendes. Hein. D'abord que la première légende, c'est que nous devrions notre survie et notre vie même aux États-Unis. Bon. Ça, c'est la première des légendes. Les Américains comme libérateurs, c'est libérateur du capital, certes, mais comme libérateur des peuples, ça peut faire sourire, quoi. Donc, je vais commencer en 45. Parce que sur l'Ukraine, 45, bon, on sait que les Ukrainiens ont collaboré très directement et assez massivement avec les nazis. Et en 45, c'était pas terminé. Comme il n'y a pas eu de dénazification, pardon, ni en Allemagne, ni en France, beaucoup d'ailleurs, ni nulle part, eh bien, les États-Unis, en 1945, ont commencé à réinvestir, si je puis dire, dans tous les sens du terme, l'Ukraine. Comment? Alors, au travers d'un organisme qu'ils ont créé, qu'avait créé Roosevelt après Pearl Harbor, c'est l'OSS. Vous savez, le fameux Office of Strategic Service, OSS qui a servi pendant la guerre, hein, de 39-45, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils ont transformé donc cette OSS en CIA. Vous savez que la CIA n'est que la suite de l'OSS. Bon. Et ils ont commencé à recruter des gens. Et notamment les nazis. Il faut bien commencer par quelqu'un. Les nazis allemands et les collaborateurs ukrainiens. Collaborateurs dans tous les sens du terme. Le plus connu d'entre eux qui a été recruté, c'est Reinhard Gehlen. Ça doit vous dire quelque chose, le fameux réseau Gehlen, hein, le réseau d'espions, qui était le chef du service des renseignements à l'Est et qui avait été d'ailleurs promu général à 42 ans par le Troisième Reich.
Et il est promu, donc, il est recruté, pardon, et il crée le Bundesnachschriftsdienst, c'est en allemand, qu'on connaît très bien sous le nom de BND en France, hein, c'est-à-dire le service de renseignement ouest-allemand. Pourquoi il le recrute et pourquoi il se laisse recruter? C'est simple, hein, c'est la peine de mort qui le guettait, donc Ça motive. il vaut mieux travailler avec les copains et puis éviter la peine de mort, comme chacun sait. Gehlen, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il recrute ses potes, hein, c'est-à-dire les anciens nazis. Voilà. Ils ont tous reçu une nouvelle identité. Tout ça est officiel, hein, bien sûr. Hein. Ils ont tous reçu une nouvelle identité. Et un des plus connus, ça a été, comment il s'appelait? Alois Brunner. Alois Brunner, c'était un proche d'Hitler, hein, qui est rentré donc au service de Gehlen. Et Klaus Barbie, qui était un de ses potes aussi. Gehlen, Genre respectable. ouais, c'était un proche aussi d'Eichmann, si je me trompe pas. Mais enfin bon, on a les amis qu'on peut. Et donc Klaus Barbie, le fameux chef de la Gestapo à Lyon. La CIA indique elle-même que les anciens membres du Parti national-socialiste allemand et du SD, c'est-à-dire du service de renseignement, hein, service de sécurité du Reichsführer, de la Gestapo, représentaient environ 28% du personnel recruté par Gehlen. On ne peut pas dire que c'est une erreur de recrutement, hein, c'est d'une stratégie. Il recrute Stepan Bandera à l'époque. Il n'était pas mort, pas encore. Et donc chef de la B, pour être précis, Tout à fait. il le recrute et il rejoint Gehlen en Allemagne. Voilà. Et puis, il mène, depuis l'Allemagne et en Ukraine, une guerre extrêmement sanglante à l'époque, hein, faut pas l'oublier, contre l'URSS, qui elle était, enfin, l'Ukraine faisait partie de l'URSS à l'époque. Hein. Donc il mène sur le terrain une guerre sanglante, et jusqu'à ce qu'il soit éliminé, assassiné, en 59. À partir de là, ça se calme un peu, si je puis dire, les rapports Ukraine-URSS, et ça ressort d'une façon violente en 91. Pourquoi en 91? Bah, c'est le démembrement, enfin officiel en tout cas, Oui. de l'URSS en décembre 91. Bien. Ça se passait bien jusque-là. La Russie vendait du gaz à l'Ukraine, qui la faisait transiter, qui revendait. Enfin bon, tout ça se passait merveilleusement bien. La Crimée, en 91, obtient le statut de république autonome. Hein. Elle reste aux mains de l'Ukraine. Malgré un référendum qui a eu lieu et qui demandait son rattachement en URSS. Référendum majoritaire, hein, bien sûr. Bien. Quant à la base de Sébastopol, elle reste par traité, hein, à l'URSS pour sa défense en mer Noire, puisque c'est un point stratégique. Hein. Là, La Fédération de Russie. elle- C'est plus l'URSS. oui, c'est vrai. C'est la Fédération de Russie à ce moment-là. Voilà. L'OTAN commence à jouer un rôle important en Ukraine à ce moment-là. D'abord, bon, je passe sur l'intégration de tous les pays du pacte de Varsovie qui rentrent dans l'OTAN, contrairement à ce qui avait été promis à l'époque
à la Fédération de Russie. Et en 99, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie rentrent dans l'OTAN. En 2024, c'est l'Estonie, les Pays-Bas. Estonie, Lettonie et Lituanie. La Slovaquie aussi rentre, à la même date d'ailleurs. Et puis la Slovénie, la Roumanie et la Bulgarie. Et la Finlande? Non. Non, pas encore. Non, la Finlande, c'est récent. Voilà, donc tout ça se passe en 91. Hein. Depuis, on peut dire que l'OTAN a environ 873 bases dans le monde. Et la Russie a eu la mauvaise idée de s'installer exactement au milieu des bases de l'OTAN, ce qui est vraiment stupide. Enfin bon. Bref. Ce qui est une provocation de sa part. Oui, exactement. Oui, on peut penser que c'est une véritable provocation. En 2004, c'est la victoire de Yanukovych. Bon, Victor. Et là, c'est pas possible. Il y a le traité d'association qui est en cause. Yanukovych n'était pas un révolutionnaire forcené. Hein, il voulait simplement ne pas rompre les ponts avec la Russie, comme l'a dit Fadi. Mais c'en est un peu trop quand même. Et les manifestations commencent contre Yanukovych. Bon. Là, je vais faire court. On passe tous les faux nés de la CIA, c'est-à-dire toutes les associations qui ont agi dans le sens de la fameuse révolution orange, ou autres d'ailleurs, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, la Rose. Et donc, tout ça, aider des groupes nazis, des groupuscules nazis, constitués et reconnus comme tels, hein, et puis soutenus par l'Union européenne. Madame Noland, à l'époque, s'était rendue en Ukraine. Elle avait eu deux mots intéressants. On lui avait dit, oui, mais l'Union européenne ne va pas apprécier quand même que vous choisissiez directement les dirigeants ukrainiens. Et elle avait dit, fuck UE. Je traduis pas, tout le monde doit comprendre. Bon. Ils nous aiment. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, voilà ce qui se passe. Alors, il faut se rappeler aussi que à l'époque, la Fédération de Russie avait demandé son rattachement à l'OTAN, son adhésion à l'OTAN. Évidemment, ça a été refusé par les États-Unis. Ils ont d'ailleurs fait une connerie, mais bon. Ça a été... Mais elle avait demandé comme quoi la Fédération de Russie à l'époque n'était ni anti-occidentale, ça se saurait, ni anticapitaliste, ça se saurait encore, ni contre l'Ukraine. Mais on lui a fait savoir que non, ça c'était vraiment de la rigolade, la Fédération de Russie ne pouvait pas entrer dans l'OTAN. Parce qu'il faut quand même un ennemi aussi. C'est-à-dire que si on n'a plus d'ennemi, comme disait l'autre abruti, c'est la fin de l'histoire. Hein, ouais. Donc il fallait quand même conserver, pour pouvoir avoir un déploiement géopolitique des bases, un ennemi. Bon. Et puis un ennemi facile, parce que la Russie, c'est quand même facile comme ennemi. Non, c'est vrai. Ça a toujours été un ennemi. On oublie qu'en 14, ils étaient avec nous. Enfin, bon, mais c'est toujours, voilà, c'est l'Empire russe, hein, que Vladimir Poutine chercherait à reconstituer. D'ailleurs, on se demande pourquoi il n'a pas envahi l'Ukraine plus vite. Parce que, alors, certes, il n'avait pas forcément les moyens militaires, mais quand même, se limiter au Donbass, c'est quand même un peu mesquin. Alors, ils ont fait une plongée sur Kiev, hein, voilà, il y a eu quelques trucs, mais on voit bien que sa volonté n'est pas d'envahir l'Ukraine. Au contraire, ça a été de freiner un certain nombre de choses pour ne pas attiser le conflit.
possible avec les États-Unis et l'OTAN. Et l'Union européenne, bien sûr. Bien. Donc frein, mais frein avec... Alors c'est un mot à la mode, ils aiment bien ça, les lignes rouges. Vous savez, il y en a partout des lignes rouges. C'est quand même la souveraineté nationale, non pas de l'Ukraine, mais quoique. Mais en tout cas, la souveraineté nationale de la Fédération de Russie. Voilà. Et là, les choses n'étaient plus acceptables. D'où l'opération spéciale, puisqu'elle s'appelle comme ça, du côté russe, qui a été de... après référendum, il ne faut jamais oublier, dans le Donbass, bon, gagner facilement, parce que c'est quand même la région russophone par excellence. C'est pas la seule d'ailleurs, mais bon, c'est la région frontalière russe, russophone, et puis qui avait été bombardée pendant des années. Enfin bon, Fadi en a parlé, je reviens pas dessus. Il fallait quand même donner un coup d'arrêt à cette histoire et montrer que ce que demandait la Russie depuis toujours, c'est-à-dire un glacis, en fait, sur la partie ouest de l'Ukraine, pour éviter qu'il y ait des bases états-uniennes qui s'implantent directement, eh ben, ça devait être respecté, que la sécurité des Russes, de la Russie, devait être respectée. Bien. Alors là, pour l'Union européenne et pour les États-Unis, l'histoire commence. C'est-à-dire, la guerre commence et l'histoire commence en 2022, en février 2022. Parce qu'avant février 2022, figurez-vous que... comment dire, ça a été un éclair dans un ciel serein. L'Ukraine n'était que luxe, calme et volupté. Et tout d'un coup, les méchants Russes sont arrivés. Les Popov, quoi. Ils arrivent, ils débarquent. Avant d'arriver sur les Champs-Élysées, ils commencent par l'Ukraine. Voilà. Et pour eux, l'histoire commence là. Et on nous fait commencer l'histoire là. D'ailleurs, on mélange autre chose avec, c'est-à-dire que on est dans une période, dans un cycle, je ne sais pas comment dire ça, de l'information instantanée. Bon, on nous dit un truc, alors c'est un peu ce que disait Fadi. On dit ça, 10 minutes après on dit le contraire, on dit autre chose, ainsi de suite. C'est pas innocent, c'est voulu, conscient. Pourquoi? Parce que l'information, l'instantanéité de l'information supprime l'histoire. Il n'y a plus de référence à l'histoire. On dit ça commence en 2022. Non, ça n'a pas commencé en 2022. Mais pour le commun, on va dire, ou pour les plus jeunes, ça commence là. Et puis, on noie d'informations contradictoires, fausses la plupart du temps, d'ailleurs, de manière à occulter l'histoire et à ne faire en sorte que les gens ne réagissent qu'à ce qu'ils entendent à un moment donné. Tout le monde sait depuis des années. Les Américains l'ont écrit, les fondations américaines l'écrivent, le New York Times l'écrit. Bon, c'est pas une grande référence, mais enfin, c'est quand même le journal du Parti démocrate. L'Ukraine a perdu la guerre. Tout le monde s'accorde à le dire. Les généraux de l'OTAN le disent. Bon, il n'y a que l'Union européenne qui dit non. Et pourquoi dit-elle non? Vraisemblablement pour plusieurs raisons, mais au moins deux. La première, c'est que elle s'est engagée jusque-là et retirer la main, c'est pas facile. Donc elle décide non pas de stopper, non, de continuer à mettre le bras. Mais reconnaître qu'on s'est trompé,
reconnaître que tout ce qu'on a fait, non seulement n'a servi à rien, mais a été contre-productif, sur le plan économique par exemple, 19 paquets de sanctions. Moi j'attends avec impatience le 20e, parce que, non mais c'est vrai, ça va changer quelque chose, c'est sûr. Voilà. Hein, ça risque de changer quelque chose d'ailleurs, c'est que l'économie russe va continuer à progresser et à croître. La recherche, le développement russe continue d'accélérer. Ça accélère beaucoup. Alors, on parle des armes, hein, vous savez, Poutine, ça y est, il a des armes, un peu comme les Allemands avaient les V1, V2, V3, tu sais. Là, ça y est, il a des armes. Oui, mais c'est des vraies, celles-là. Hein, c'est-à-dire que les missiles hypersoniques, oui, ça marche, ça existe. Donc, voilà, donc on va continuer à faire des sanctions, mais dans quel but? Dans quel but, pourquoi? En 2023 déjà, c'est-à-dire un an et quelques mois, c'était en juin, après le début de l'opération spéciale russe, donc de février 2022. Il y a eu une première... Alors, vous savez qu'il y a des réunions des donateurs, hein, régulièrement. Réunions des donateurs, c'est-à-dire des pays qui décident de filer du pognon à l'Ukraine, et à Zelensky surtout, pour que l'Ukraine se batte. Il ne faut surtout pas arrêter la guerre. D'ailleurs, le traité de Minsk I, qui était un très bon moyen d'arrêter la guerre, qui avait l'accord de la Russie et l'accord de l'Ukraine à l'époque. Je vous rappelle quand même que Zelensky, vous savez, le farfelu là, il a gagné sa campagne. Son parti s'appelait Serviteur du peuple. Hein. Et sa campagne électorale, il l'a gagnée sur le fait de cesser le conflit, de faire cesser le conflit. Ça a été ce pourquoi les gens ont voté à l'époque pour lui. Eh bien, accord avec la Russie, on envoie à l'époque Boris Johnson, qui dit non, pas question. Non, faut continuer. Faut continuer parce que on peut pas s'arrêter là et il faut mettre la Russie à genoux. Ça rappelle un certain ministre des Finances chez nous. On va mettre la Russie à genoux, l'économie russe. On va se partager la Russie, la Fédération de Russie, puisque l'idée est là quand même depuis l'origine. Hein, faire une partition. Ils balkanisent. Hein. On a vu ce matin avec Fro hein, la balkanisation des pays de l'Est, où on casse la Yougoslavie pour recréer des petits États que l'on fait rentrer dans l'Union européenne ou dans l'OTAN d'abord, selon ce qui est possible, mais en tout cas l'un marchant avec l'autre. C'est-à-dire que à partir du moment où ils rentrent dans l'OTAN, ils vont rentrer dans l'Union européenne. À partir du moment où ils rentrent dans l'Union européenne, ils rentreront dans l'OTAN. Bien. Donc, on les fait... voilà, on balkanise, et petit à petit, comme ça, on absorbe. C'est l'extension infinie dont il parlait. Hein. Ça s'appelle la segmentation du marché, en fait. Avec des petits morceaux. Ça s'appelle diviser pour mieux Oui, régner, mettre des marionnettes, et puis récupérer. Ouais. Hein, voilà. Donc, il faut continuer parce que c'est comme ça qu'on va arriver à bout de l'économie russe, qui à l'époque était moins puissante. Et donc, ils se sont dit, bah, c'est le moment, mais comme effectivement les effets produits, les effets escomptés ne sont pas produits, c'est-à-dire qu'il y a un renforcement de l'économie russe et il y a un renforcement du pouvoir de Poutine, si je puis dire. Hein, c'est-à-dire que la population russe soutient très largement, on est à plus de 70%, hein, les actions de Poutine. Quand je suis allé en Russie,
Moi, il y a un truc qui m'a étonné. Je suis un fétichiste, hein. Moi, je voulais acheter vous savez, des petites statues de Lénine. Eh ben, il n'y en a pas. C'est les petits soldats de plomb des garçons. Non, il n'y a pas de... Impossible de trouver des petites statuettes de Lénine. Marx, c'est pas terrible. Mais Staline, alors là, il y a des statuettes de Staline absolument partout. Tant que tu veux. Tant que tu veux, et dans les maisons. Et chez les gens, il y a des portraits de Staline. On le croit ou on le croit pas, hein, mais voilà. Et donc, ils ont quand même réussi ce tour de force, l'OTAN, à réactiver une croyance voilà, en Staline. C'est quand même prodigieux. Bon. Donc, ouais, il faut que je fasse court. Oui, parce que Monsieur Sapir vient. Oui, je l'ai vu rentrer, Jacques Sapir, donc je 5 vais... minutes, t'as 6 minutes. J'ai 6 minutes, ok. Ok, donc je vais faire comme Jacques, je vais tourner les pages. Ça impressionne toujours la foule. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils voient à quoi ils ont échappé. Hein, En fait, il regarde sur les feuilles blanches. C'est la même ligne. C'est la même ligne. Ah ouais, mais moi non. Moi c'est des vrais. Bon, enfin bref. Donc, C'est comme Shining. Oui, exactement. donc je sais plus où j'en étais du coup. Oh, Oui, mince. oui, donc voilà, donc balkanisé. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils ont réussi le tour de force à réaugmenter quand même l'économie russe, hein, à faire en sorte que l'économie russe progresse, et à redonner une image de Staline assez vivifiée dans le pays. Bon. Et donc à conforter le pouvoir de celui qu'ils veulent abattre, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Bon, bref. Je vais terminer par deux, trois petites bricoles qui sont quand même amusantes. Donc on voit que c'est foutu. Hein. On attend, je vous dis, moi j'attends avec impatience le 20e paquet de sanctions, parce que moi on va pouvoir enfin rigoler. Quoi. Voilà. Et mettre l'économie russe à genoux. C'est À genoux. connu. Voilà. À terre. Alors, je vous disais qu'il y avait une conférence des donateurs, donc on envoie du pognon. Et quel pognon, hein, c'est des masses de pognon qu'on envoie. Et on veut continuer le conflit. Alors, sous une autre forme. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'envoyer, pour les Américains en tout cas, des hommes là-bas, parce qu'ils ont quand même pris des vestes, hein, il n'y a pas très longtemps. Hein. Ils sont partis une main devant, une main derrière au Vietnam il y a quelques temps, il y a quelques années. En Afghanistan, j'en parle même pas. Enfin bon, bref. Donc, les proxys, c'est nous. Hein, c'est-à-dire, on va faire monter donc cette idée de 5% du PIB. Pourquoi? Pour acheter, comme disent les militaires, pour acheter sur étagère, c'est-à-dire pour acheter des armes américaines, Aux Américains. pour les donner, c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein, aujourd'hui, à l'Ukraine. On coupe et on interdit l'achat de gaz russe, parce que là, c'était coupé, mais il y avait ça passait, il y avait des choses qui passaient. Des fuites de gaz, si on veut. Bon. Non, là, il y a interdiction pour les pays de l'Union européenne d'acheter du gaz russe. Complète. À partir du 1er janvier 26, je crois. Bon. Voilà. Il faut dire qu'ils avaient fait péter le Nord Stream 2. Enfin bon, bref. Donc, voilà. On se retend. On se réarme pour fournir et pour combattre. Je terminerai avant les deux ou trois citations croquignonesques. Le programme de l'OTAN et le programme de l'Union européenne, hein, Réarme Europe, ça va jusqu'en 2030. Parce que le programme de l'OTAN lui prévoit qu'en 2030, l'Union européenne et les États-Unis, par proxy, et pour la fourniture d'armes, seront prêtes à engager un conflit réel sur le terrain avec
la Russie. Ils disent 4-5 ans. Ils annoncent. Ils annoncent 4-5 ans, 2030, c'est cohérent avec le programme de l'OTAN qui date de 2023. Donc tout ça n'est pas dû au hasard, encore une fois. On voit bien que derrière, il y a une politique de longue date. Bon. Alors, deux, trois choses intéressantes. En 2018, je remonte un peu loin, mais ça va vous faire marrer. En direct sur la chaîne ukrainienne ICTV, bon, Andrei Paroubi, donc c'est le président de la Rada, c'est-à-dire du Parlement ukrainien, a qualifié Adolf Hitler de plus grand démocrate de l'histoire. Ça, vous vous en souvenez? Oui, on a du mal à s'en souvenir. Il était lui-même un grand démocrate, hein, Paroubi. Il a affirmé qu'après avoir étudié la démocratie à un niveau scientifique, le plus grand homme qui ait jamais pratiqué la démocratie directe était Adolf Hitler dans les années 30. 23. En 2023, le gouvernement ukrainien, 2023, ça a été la première conférence dont je parlais en juin. Le gouvernement ukrainien et BlackRock ont signé un accord sur la création d'un fonds de développement en Ukraine. L'objectif, qui est officiel, lui, était d'attirer des investissements dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture. En fait, Zelensky a vendu les principaux actifs publics de l'Ukraine, les terres noires, les réseaux électriques, enfin ainsi de suite. Voilà. Et ces conférences continuent, il y en a régulièrement, parce qu'il faut dépecer l'Ukraine d'une manière un peu scientifique et s'attribuer ce que l'on peut s'attribuer en se partageant le gâteau, en se partageant la bête. Ça va mal se terminer. Hier, une des grandes villes du Donbass a été complètement reprise par l'armée russe. Bon, on voit bien que sur le terrain, la victoire occidentale n'a aucun sens. Voilà. Je voulais vous rappeler octobre 2023. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, avait invité un SS, le SS Unka. Yaroslav Unka. Voilà. Et elle voulait le faire ovationner, d'ailleurs. Il avait été ovationné par le Parlement canadien. Ça aussi, c'est pas... enfin, évidemment, c'est pas une erreur, mais surtout, il faut rappeler quand même que c'est une longue histoire, l'Ukraine et le Canada. Dans les années 50, c'est Ottawa qui a accepté d'accueillir des criminels de guerre nazis. Et par paquet, par botte de 12, comme on dit. Voilà. C'est des dizaines de milliers de mecs qui sont passés au Canada. Énorme. Voilà. Donc, bon, je voulais vous dire ça parce que ça me semble assez drôle. Voilà. Donc, ce pillage économique et financier de l'Ukraine, c'est le premier niveau. C'était le premier niveau, c'est le premier niveau assumé, avant donc le dépeçage souhaité de la Russie. Voilà, je m'arrête là parce que sinon Il est l'air. je vais me faire taper sur les doigts. Non, c'est bien. C'est très bien. Vous avez tenu les délais, monsieur. Formidable. C'est ça. Juste peut-être une simple référence si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du temps long. Voilà, guerre froide au pluriel, les États-Unis face à la Russie de 1917 à nos jours. Et vous y apprendrez que les États-Unis ont envahi la Sibérie dès 1918 notamment. Oui. Ah oui.
Bah, évidemment. Fallait bien arrêter tout ça. Oui, mais Non. il n'y a jamais eu de guerre directe. N'oubliez Enfin. jamais.